Mesdames et messieurs, il me revient le grand honneur de présenter Edwy Plenel. Or, il s'agit d'une mission impossible. La chance me sourit pourtant doublement. D'abord parce que l'organisatrice et les organisateurs m'ont demandé d'être lapidaire et je vais les obliger. Et d'autre part, pour avoir assisté à l'une de ces récentes conférences, Edwy Plenel se présente mieux que quiconque. Et il vous parlera peut-être même de ses liens proches avec la Suisse. Alors, quelques impressions rapides du personnage. Alors attention, de révolutionnaire professionnel dans sa jeunesse trotskiste, à général moustache dont le poil ne ressemble aucunement à celui de Lev Brodstein, Edwy Plenel est fidèle à ses idées. Loyal à l'éthique du journalisme redoutable et redouté qui dit la vérité, non pas la vérité édulcorée, mais celle qui dévoile ce qui est caché et qui est nécessairement abrasive, surtout pour les pouvoirs et les puissants. Il est le spécialiste de l'enquête, avec un grand E, et cette arme, il l'a pratiquée pendant 25 ans au journal Le Monde, dont il a été directeur 7 ans durant. Puis la rupture, pour rester fidèle à sa ligne, et le pari un peu fou, mais réussi, avec quelques complices de fonder Mediapart, l'information en ligne de qualité. Sophie Desdessert écrit de lui, j'adore cette citation, « Ses ennemis le jugent dangereux, ses fidèles le disent victime d'un complot fomenté par tous ceux qui le dérangent, les puissants, les réacs, les jaloux du succès de Mediapart. Aucun journaliste ne suscite depuis plus de 30 ans autant d'admiration et de haine. Les années filent, lui ne bouge pas. » Mais il est bien plus que cela, il est analyste et chroniqueur de l'organisation sociale dont a parlé Rousseau, fondée sur des conventions qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Il pourfend la politique qui défend quelques possédants au détriment de tous les autres. Et pour cela, lisez son dernier livre, « La victoire des vaincus » à propos des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, petite question du jour, que vaut la démocratie aujourd'hui? Merci Edwy. Merci. Bien, bonjour à toutes et tous et merci encore à toute l'équipe des Rencontres Orient-Occident dont Mediapart est partenaire cette année. Et merci encore de cette invitation que j'ai acceptée volontiers, comme j'accepterai les prochaines s'il y en a, à la fois par complicité avec ces rencontres qui essayent de jeter des ponts quand plein d'autres construisent dans notre époque des murs, et puis aussi parce que c'est en effet pour moi l'occasion de venir dans un pays avec lequel j'ai des liens qui parfois sont plus forts que les liens de naissance, puisque, comme je l'ai déjà dit, mon père a passé les 20 dernières années de sa vie à Lausanne avec une bourgeoise de Neuchâtel, dont le fils aîné est là avec sa compagne. Et c'est pour moi comme un frère d'amitié, un frère de leur propre histoire d'amour entre cet Alain Plenel et cette Micheline Sandoz, mais d'autres branches des Sandoz. Il y en a plusieurs, paraît-il. Voilà. Bon, voilà, une fois cette petite confidence faite, je vais aborder le thème proposé quel imaginaire pour la démocratie au-delà du droit de vote. Le point de départ, c'est une inquiétude, et c'est une inquiétude que nous pouvons tous avoir aujourd'hui. Ce sentiment, je vais bien au-delà de la Suisse, je parle du continent européen, et je vais au-delà des particularités de la démocratie suisse, qui peut être un écosystème plus ancien, plus complexe, plus subtil, qui lui permet de résister à tout cela. Toujours est-il que le paysage que nous avons sous les yeux, pas seulement en Europe, mais dans d'autres pays du monde, c'est celui de démocratie apparente, où l'on vote,
mais où l'on vote souvent de moins en moins, avec une forte présence des abstentions, et où ce retrait électoral, cet abstentionnisme, qui est une tendance lourde depuis 3 décennies, cet abstentionnisme va de pair avec le surgissement par le vote de pouvoirs autoritaires, de pouvoirs inégalitaires, de pouvoirs assez fous d'eux-mêmes et de leur puissance, qui, alors qu'ils sont produits par le vote démocratique, en malmènent les fondamentaux, les libertés fondamentales, les valeurs elles-mêmes de la démocratie. Et donc, le point de départ de mon inquiétude, que je vais essayer de vous faire partager, c'est que nous sommes peut-être un peu tous responsables de cela actuellement, dans la mesure où nous ne prenons pas assez au sérieux l'exigence de la démocratie, où nous nous sommes installés dans une forme de confort, d'habitude, comme si cette idée qui, à l'échelle du continent, n'est pas une idée si ancienne, qui a mis tant de temps à se développer. Pensons juste au droit de vote des femmes, qui n'est pas une idée appliquée depuis très longtemps. En France, c'était en 1945. Et donc, comment ? Oui, et en Suisse plus tard, je sais. Et en Suisse plus tard. Les féministes suisses sont là pour nous le rappeler. Voilà. Mais en tant qu'invité, je ne me permets pas de faire le procès de la Suisse. Donc mon point de départ, c'est celui-là. C'est est-ce que nous ne prenons pas insuffisamment au sérieux l'idée même de démocratie ? Et donc je vais essayer de développer cette idée-là en partant du premier mot que j'ai proposé pour cette conférence, qui est le mot d'imaginaire. Qu'est-ce que c'est l'imaginaire ? C'est un horizon, on ne l'atteint jamais. C'est comme dans une randonnée, c'est ce qui vous fait grimper du dénivelé et puis aller sur la ligne de crête, chercher le point de vue, respirer, prendre l'air, mais vous ne l'atteignez jamais, mais c'est ce qui vous élève, c'est ce qui vous relève, c'est ce qui vous permet cette ascension. Quel est l'imaginaire originel de la démocratie ? Quel est le noyau nucléaire, pourrait-on dire, de la démocratie ? Est-ce que ce sont ces institutions, leur fonctionnement ? Est-ce que ce sont ces mécanismes institutionnels de délégation, de choix des représentants, de vote, de votation, comme on dit ici ? Eh bien non. Je pense qu'au départ de la démocratie, il y a un mot, et qui est un mot qui a une puissance infinie, qui ne sera jamais totalement accompli, et qui fait que la démocratie sera toujours inachevée, toujours en conquête permanente, en mouvement permanent. Ce mot, c'est le mot d'égalité. Au point de départ de l'idéal démocratique, il y a cette proclamation profondément radicale, profondément dérangeante, profondément révolutionnaire, comme une sorte de révolution permanente. Nous naissons libres et égaux en droit. Ce à quoi la Déclaration universelle de 1948 a ajouté libres et égaux en dignité et en droit. Cela veut dire qu'il n'y a pas de privilège d'origine, il n'y a pas de privilège de condition, il n'y a pas de privilège de culture. Cela veut dire que nous avons le droit d'avoir des droits, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre croyance, quelle que soit notre apparence, quelle que soit notre culture, quel que soit notre sexe, quel que soit notre genre. C'est un moteur infini de conquête d'égalité des droits. C'est un moteur infini de déplacement de nous-mêmes, parfois contre nous-mêmes. Comprendre que l'autre a potentiellement les mêmes droits que nous. C'est un moteur infini de résistance
à des injustices. Cette idée qu'il n'y a pas un sexe qui serait supérieur à l'autre, qu'il n'y a pas une religion qui serait supérieure à d'autres, qu'il n'y a pas une condition qui serait supérieure à d'autres. Tout ce dont nous parlons quand nous parlons des droits conquis par la dynamique démocratique, et l'ironie tout à l'heure sur les conquêtes des droits des femmes nous le rappelait, c'est fait par cette exigence d'égalité. Quand la première déclaration des droits de l'homme, la française de 1789, l'énonce, à l'époque, il y a encore l'esclavage. À l'époque, les femmes, et encore une fois, cela mettra bien du temps, n'ont pas droit au chapitre. À l'époque, les bras nus, les gens de peu, évidemment, ne participent pas au festin démocratique. Ils en sont exclus. D'ailleurs, ils ne savent même pas lire et écrire. L'analphabétisme est dominant. Donc, tous ces droits essentiels, ils sont venus par l'exigence d'égalité. Les droits à l'éducation, les droits sociaux, les droits des femmes. Et ça continue aujourd'hui quand on se pose la question de nouveaux droits. L'année dernière, ici même, on parlait de la question des migrants. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit qu'il y a un hasard malheureux de la naissance. On ne choisit pas son lieu de naissance. Et donc, il est dit dans un des articles de la Déclaration universelle que l'on a droit de quitter son pays de naissance et de choisir son pays de résidence. On a le droit de bouger, on a le droit de faire mouvement, comme nos ancêtres ont fait mouvement depuis les montagnes jusque dans les vallées, depuis les champs jusque dans les villes, et ainsi de suite. L'imaginaire démocratique, c'est cette question de l'égalité. Ce qui veut dire que derrière l'imaginaire démocratique, il y a le souci des minorités. Ce n'est pas une phrase que l'on trouverait dans des manifestes provocateurs, on la trouve même dans les carnets d'Albert Camus, où il dit « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est le souci des minorités. » Pourquoi ? Mais parce que les minorités, pas forcément quantitatives, ce sont elles qui mettent en mouvement ce moteur de l'égalité. Une fois qu'on en est bénéficiaire, une fois qu'on est content d'avoir les droits de citoyens, les droits de propriétaires, eh bien on est repu, on n'a pas envie de se mettre en cause. C'est un peu la dialectique du paria et du parvenu. Le parvenu ferme la porte et il oublie le paria qu'il a été ou que ses ancêtres ont été. Donc le moteur de l'égalité, c'est que des minorités viennent mettre à l'agenda du débat public des questions que la majorité installée ne veut pas entendre. Et quand je dis minorité, ce sont parfois des minorités construites en tant que telles. Prenons toujours l'exemple des combats des femmes, jusqu'à aujourd'hui avec ce deuxième temps du combat des femmes autour de la question du consentement, MeToo, autour de la remise en cause de l'inconscient masculin de domination sexuelle dans la relation entre les deux sexes, eh bien, ce n'est pas une minorité, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Mais il y a une construction en minorité politique. Je rappelle souvent au jeune public, vous parliez du vote des femmes, mais j'avais 13 ans quand les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque séparé et un compte chèque séparé en France de leur époux. J'avais 18 ans quand la notion de chef de famille a disparu. Jusqu'à 1970, il y avait un chef de famille, c'est-à-dire l'homme était le chef de famille, par nature. Et il a fallu renverser cela. Et puis, évidemment, l'IVG, le droit à la maîtrise de son corps, et ainsi de suite. Et évidemment, d'autres droits. Je pourrais multiplier les exemples, mais je vais prendre un autre qui est au cœur de nos combats d'aujourd'hui, de notre prise de conscience. J'ai préfacé pour les 40 ans de cette organisation un livre qu'a fait la section française de Greenpeace. Alors pourquoi l'ai-je préfacé ? Parce que je suis bien placé pour savoir comment
l'écologie a longtemps été diabolisée, a été vue comme un désordre, comme une façon de bousculer les logiques de croissance, de puissance, de bien-être. Et la meilleure preuve, anecdotiquement, dans mon travail de journaliste, l'une de mes premières enquêtes en 1985, j'allais avoir 33 ans, a été la révélation de cet attentat, cet acte de terrorisme d'État ordonné par l'État français contre le navire amiral de Greenpeace qui essayait de s'opposer aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Un photographe a été tué, c'était en Nouvelle-Zélande. Il y a encore 15 ans, en France, l'Académie des sciences, le pouvoir politique, puisque un scientifique était ministre de l'Éducation, le climato-scepticisme était dominant. Cette idée qu'il n'y avait pas d'urgence autour, non pas seulement du réchauffement climatique, mais d'un dérèglement lié à notre hubris d'espèces omnisciente, puissante, qui oublie que les animaux dont nous sommes ne sont que 0,3% du vivant, et qu'il y a une immensité de réalités, notamment chez les végétaux, notamment chez tout ce qui fait notre lien à la nature, et que nous ne pouvons pas simplement continuer à dominer comme des prédateurs, au risque de mettre en péril non seulement le tout vivant du monde, mais nous-mêmes, notre propre espèce. Et on en parlera probablement tout à l'heure autour de la Méditerranée et du fait que les civilisations sont mortelles. Alors, ces questions écologistes, tout pareillement, elles sont venues de minorités. Encore aujourd'hui, les activistes du climat dans mon pays, la France, peuvent être fichés par la police, peuvent être traqués simplement parce qu'ils font des actes symboliques de décrocher les portraits du président de la République dans les mairies pour lui dire qu'il faudrait décrocher, justement, et qu'il faudrait penser à l'urgence climatique. Voilà mon premier point, l'imaginaire de l'égalité. Et là, en l'occurrence, je dirais l'égalité de notre espèce avec le tout vivant, ne pas être au-dessus de lui, avec le tout vivant du monde, ne pas croire que nous pouvons nous en extraire et oublier notre propre responsabilité. Ce qui m'amène à dire quoi ? À dire qu'au fond, la démocratie, bien avant le droit de vote, c'est l'écosystème qui va permettre que toutes ces questions nouvelles surgissent. Que tout d'un coup, une minorité dise « Attention, vous oubliez telle question. Attention, vous êtes aveugle à cette question. » Et elle la fait surgir dans le débat et elle fait son chemin. Et au bout d'un moment, ça la donne une prise de conscience plus générale. Toujours laisser la place à l'expression de ces minorités. Elles peuvent être excessives, elles peuvent être bruyantes, elles peuvent être radicales, elles peuvent être provocantes. Mais toujours dans l'écosystème vivant d'une démocratie, laisser la place à cela. Ne pas considérer que la loi de la majorité doit tout faire taire et tout étouffer. Ça veut dire quoi en conséquence ? Qu'il y a des droits fondamentaux essentiels dans cet écosystème d'une démocratie. Il y a d'abord le droit de s'exprimer. Et comme le disait George Orwell, la liberté d'expression n'a de sens que si c'est le droit de dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. De dire ce qui va déranger, formule que vous le rappeliez, que je pratique beaucoup dans l'expression du journalisme selon la formule d'Albert Londres, disant « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » En effet, parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que de ce qui va bien, poser un problème sur la table, obliger la collectivité à affronter ce problème. Donc le droit de s'exprimer. Ensuite, et nous y sommes, le droit de se réunir. On retrouve ça d'ailleurs dans le premier amendement de la Constitution américaine, le droit de s'assembler, le droit de faire des pétitions, le droit de s'organiser en somme, indépendamment du pouvoir étatique. Troisièmement, le droit de protester, de manifester. C'est aussi un droit fondamental.
de pouvoir exprimer dans l'espace public une revendication, de ne pas la garder confinée dans l'espace privé. Et enfin, cela va de soi, le droit de s'informer, le droit de savoir. Si je ne sais pas tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui me concerne en tant que citoyenne ou citoyen, eh bien je peux voter comme un aveugle. Je peux voter du coup pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. 4 droits fondamentaux. Droit de s'exprimer, droit de se réunir, droit de manifester, droit de s'informer. Il suffit d'ouvrir les yeux et grand les oreilles pour bien comprendre qu'autour de nous, voire chez nous parfois, ce sont des droits qui aujourd'hui sont malmenés. Ces droits fondamentaux, un homme politique oublié en France, qui était à la fois économiquement libéral, mais politiquement libéral, soucieux d'une économie libre, mais en même temps soucieux qu'il y ait une démocratie vivante pour y compris en contrôler les excès, l'excès de l'appropriation, l'excès de l'accumulation de richesses, l'avait fort bien formulé. Il s'appelait Pierre Mendès France. Nul hasard si c'était un adversaire farouche du présidentialisme français, de cette confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul. Puisqu'au fond, nous sommes la dernière monarchie élective, certes, mais monarchie européenne, celle où une personne, tous les 5 ans, peut s'arroger tous les pouvoirs. Et Pierre Mendès France disait donc ceci: la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. Bien plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. Ce qui m'amène à mon 3e point. Le premier, l'imaginaire, le 2e, cet écosystème. Les 4 droits fondamentaux dont j'ai parlé, ce sont comme les 4 piliers d'une table. Si ces droits fondamentaux ne marchent pas, eh bien le droit de vote, si on considère que le droit de vote c'est le plateau de la table, il tombe par terre. Il est confisqué, il est manipulé. Si je ne suis pas informé, je suis prisonnier des propagandes. Si je ne peux pas m'exprimer, eh bien il n'y aura que le point de vue majoritaire, dominant de ceux qui ont les leviers du pouvoir. Si je ne peux pas me réunir, m'organiser, eh bien je ne pourrai pas construire un autre agenda que ceux qui sont en place. Si je ne peux pas me manifester de la même manière. Ce sentiment de confiscation, si les droits fondamentaux ne fonctionnent pas. En d'autres termes, le droit de vote n'est qu'un instrument, n'est qu'une technique, mais ce n'est aucunement l'essence de la démocratie. D'ailleurs, dans l'Antiquité, dans ce premier laboratoire de la démocratie que fut Athènes, cela a été largement étudié, y compris pensé philosophiquement par un philosophe qui n'est plus de ce monde, Cornelius Castoriadis, qui venait lui-même de Grèce. Eh bien, à Athènes, l'assemblée qui faisait vivre la démocratie était tirée au sort. Il y avait ce principe qu'il y aurait bien sûr des imbéciles, des ignares, des incompétents dans ce tirage au sort, mais que, au fond, la règle de la majorité, la règle de la délibération, la règle de l'assemblée, la règle du collectif rendrait tout le monde plus intelligent. Et en revanche, ceux qui étaient élus, c'était ceux à qui étaient dévolues des missions concrètes, diriger l'armée, diriger les finances. Cela devait passer un examen et être issu d'un vote. Mais l'animation, la vie même de l'Assemblée démocratique reposait sur un tirage au sort. Cette idée que l'obligation, finalement, du collectif, l'obligation de la délibération collective, et qui ne soit pas liée forcément de l'affrontement des partis.
pas liées forcément à une politique professionnelle, pas liées forcément à des clientèles électorales, issues encore une fois, de l'obligation d'une délibération entre des citoyens issus de ce hasard. Alors pourquoi je rappelle cela ? C'est qu'il y a un livre que je voulais vous recommander, en guise d'alarme qui n'a fait depuis que se confirmer, d'un intellectuel belge néerlandophone de Flandre, David Van Reybrouck. C'est chez Actes Sud, en France. Le titre est trompeur contre les élections. Il n'est pas pour l'abolition des élections. Mais il s'inquiète justement de cet absentéisme électoral qui fait que nous avons aujourd'hui ce sentiment de démocratie de plus en plus fragile, de pouvoir minoritaire, un sentiment d'illégitimité, un sentiment de rébellion, un sentiment de confiscation. Si l'on peut, par exemple, s'attarder sur le mouvement des Gilets jaunes en France, on peut se dire que c'est une expression sociale de l'abstentionnisme en politique, de gens qui n'étaient pas dans des organisations, dans des syndicats, dans des courants politiques classiques, qui n'étaient pas des participants du jeu politique et qui ont voulu tout d'un coup exprimer autre chose et qui ont exprimé donc ce malaise, c'est ce sentiment d'être eux-mêmes dépossédés. Et David Van Reybrouck plaide pour remédier à la crise démocratique, du système démocratique, en redonnant au tirage au sort une nouvelle chance. Il estime que de cette façon, il n'en fait pas un remède miracle, pas une recette idéale, mais pas plus que les élections ne l'ont jamais été. Il pense que de cette manière-là, le risque de corruption serait atténué, que la fièvre électorale se dissiperait, que l'attention pour le bien commun se renforcerait. Les citoyens tirés au sort n'ont peut-être pas les compétences des politiciens de métier, mais ils ont un autre atout, la liberté. Ils n'ont effectivement pas à se faire élire ou réélire. Et donc, dans ce livre, pourquoi ce livre était prophétique, il est sorti il y a une dizaine d'années, c'est qu'il interpellait ce sentiment de fatigue démocratique, d'où peuvent surgir des événements inquiétants, surgir des formes de monstruosité politique inattendue, de pouvoir, encore une fois, autoritaire, inégalitaire. Il terminait son alarme en disant « c'est très simple, ou bien la politique ouvre trop grandes les portes, ou bien celles-ci ne tarderont pas à être enfoncées par des citoyens en colère qui réduiront en miettes le mobilier de la démocratie, décrocheront le lustre du pouvoir et l'emporteront dans la rue. Si j'étais homme politique, je ne dormirais pas bien. Le démocrate passionné que je suis a déjà du mal à fermer l'œil. C'est une bombe à retardement. Pour l'instant, le calme semble régner, mais le calme avant la tempête. C'est le calme de 1850, quand la mèche de la question ouvrière fumait, le temps des printemps des peuples en Europe, mais n'avait pas encore mis le feu aux poudres. C'est le calme qui précède une longue période de forte instabilité. À l'époque, la question, au milieu du XIXe siècle, c'était justement la question du droit de vote. Aujourd'hui, dit-il, c'est le droit d'expression. Mais au fond, c'est le même combat. C'est le combat pour sortir de la curatelle politique, pour la participation démocratique. Nous devons décoloniser la démocratie. Nous devons démocratiser la démocratie. Cette prophétie, quelque part, que nous sentons, la crise française, et celle-là, la montée de forces que certains qualifient de populistes, terme ambigu, mais de forces autoritaires, de forces qui remettent en cause justement les droits des minorités, les droits de leurs opposants, les droits de la presse, les droits de cet écosystème démocratique, s'engouffrent dans cette impatience, s'engouffrent dans cette lassitude. Si nous n'y répondons pas, si nous ne réussissons pas à démocratiser la démocratie. Alors j'en viens à ma quatrième étape sur ce chemin, et elle est suisse, inévitablement. En exergue du livre de Van Reybrouck, il y a ceci. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. L'homme écrit à une époque où la seule démocratie
monarchie, où il y a un Parlement et le Royaume-Uni. Nous sommes au XVIIIe siècle, bien sûr. Il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. C'est intéressant, ce message de Rousseau, cette idée que l'élection, on vous demande de choisir des représentants, puis après vous retournez en servitude. Cette idée que la démocratie, ce n'est pas simplement justement choisir des représentants, qui après confisquent la démocratie à leur profit. Eh bien, cette idée, vous la trouvez à la fin de la démocratie en Amérique, chez Tocqueville. Tocqueville, vous savez, Alexis de Tocqueville était un homme plutôt d'ancien régime, mais qui, dans la première moitié du XIXe siècle, va étudier la jeune démocratie américaine. Et il découvre cette démocratie qui est issue d'une révolution, en l'occurrence une révolution pour, en même temps, l'indépendance américaine, et cette démocratie qui donc n'est pas issue d'en haut, qui fonde toujours sa légitimité par en bas. Et à la fin de la démocratie en Amérique, il emploie une expression dans un petit chapitre où il dit « Et si la démocratie devenait une tyrannie douce ?» Et il pense plutôt à un septennat, où le peuple est invité à choisir son maître tous les 7 ans et ensuite retourne en servitude. Donc c'est une vieille idée dans l'idéal, l'imaginaire démocratique. Au fond, le point de départ de Van Reybrouck, tout à l'heure, que je vais vous citer, c'est cette idée qu'au fond, il dit voilà la cause première du syndrome de fatigue démocratique. Nous sommes tous devenus des fondamentalistes des élections. Nous méprisons les élus, mais nous vénérons les élections. En clair, voilà, nous ne pensons à la démocratie qu'en termes électoraux, qu'en termes de résultats électoraux. Au point même, d'ailleurs, dans les résultats électoraux, en France, où le vote n'est pas obligatoire, comme par exemple en Belgique, de mettre de côté l'abstention, justement, et le poids de l'abstention. Par exemple, la dernière campagne présidentielle française, en 2017, tout le monde l'a oublié. Tout le monde a retenu le chamboule-tout qui a donné En Marche, qui est arrivé au pouvoir avec Emmanuel Macron, et qui a donné à gauche ce chamboule-tout de la France insoumise, dont toutes les gauches aujourd'hui pâtissent. Mais tout le monde a oublié que l'événement de 2017, pour la longue durée des élections présidentielles françaises, ça a été le taux d'abstention, qui a été le plus fort en moyenne, de toutes les élections présidentielles. C'est-à-dire une expression par l'abstention et les blancs et les nuls de ce retrait démocratique. Et nul hasard si le résultat ensuite, c'est un mouvement social 1 an et demi après, inédit, imprévisible, un événement pur, celui des Gilets jaunes, qui déstabilise tous les repères politiques, aussi bien de la force au pouvoir, la présidence Macron, que, par exemple, de ses oppositions, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et donc, Rousseau, qui allait plus loin encore, et vous le savez bien, puisque d'une certaine manière, il ne réfléchissait pas de nulle part, et il réfléchissait à partir de l'expérience suisse elle-même. Toujours le contrat social. La souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner. Et le souverain, donc le peuple, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. L'idée des représentants est moderne, elle nous vient du gouvernement féodal. Les anciennes républiques ne l'ont jamais connue. L'attiédissement de l'amour de la patrie, l'activité de l'intérêt privé, l'immensité des États, les conquêtes, l'abus du gouvernement ont fait imaginer cette idée qu'il y a besoin de représentants.
Non, les députés du peuple ne sont et ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Alors, au pays des votations si fréquentes, c'est une évidence, mais vous voyez bien combien cela bouscule la pauvreté de notre imaginaire démocratique aujourd'hui. Où nous arrivons à ce point, au fond, regardez le paysage aux États-Unis, regardez le paysage au Brésil, regardez la situation française ou dans d'autres pays européens, regardez l'Italie, où au fond, nous limitons l'exigence démocratique à l'exigence d'élection et après, nous sommes parfois bien surpris du résultat. Et bien surpris du résultat qui va lui-même malmener la démocratie, malmener les droits fondamentaux. Il suffit de regarder les tweets de M. Trump pour s'en apercevoir, ou d'entendre la virulence du président brésilien contre le libre exercice des sciences humaines à l'université, contre les droits des personnes LGBT, ou d'entendre M. Salvini sur les étrangers, les migrants, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit là, Rousseau ? Il nous dit qu'il faut renouer avec un imaginaire démocratique qui est celui de cet écosystème, où certes il y a des délégués, des commissaires, comme il dit, mais qui ne peuvent pas capter, simplement parce qu'ils sont élus, la volonté générale. Où la volonté générale ne peut pas se réduire à sa délégation à des élus, à des représentants. Et elle doit passer par toutes sortes d'autres mécanismes qui ne sont donc pas ceux seulement des institutions issues de l'élection. J'ai amené une curiosité, c'est un fac-similé. Alors pour ceux qui sont familiers des villes françaises, ils reconnaîtront ce nom, Alexandre Auguste Ledru-Rollin. Il n'y a pas une ville française sans qu'il y ait une avenue Ledru-Rollin. Une grande ville, Ledru-Rollin. Je vais vous dire après pourquoi. Et là, donc, ce Ledru-Rollin, voilà, sa brochure s'intitule « Plus de présidents, plus de représentants ». Spécial, hein ? 1851. 3 ans avant, qui est ce Ledru-Rollin ? Il est le premier ministre de l'Intérieur de la Deuxième République, celle issue, le printemps des peuples, février 1848, la Deuxième République, celle qui va être assassinée par son président, le neveu de Napoléon, le futur Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, le coup d'État du 2 décembre 1851. Alors Ledru-Rollin est le premier, c'est un républicain, ce qu'on appelait à l'époque les démosocs, républicains, démocrates et social, mettant des adjectifs à la République. L'idée qu'elle est un mouvement, la République, qu'elle n'est pas une immobilité, l'égalité, le moteur de l'égalité. On les appelait aussi les Marianeux, la figure de Marianne. Donc ces républicains qui exigeaient une République vraiment démocratique et vraiment sociale. Et c'est lui qui va mettre en place et précipiter la mise en place du suffrage universel masculin, le premier suffrage universel français, uniquement masculin. Encore une fois, il faudra un siècle pour que les femmes y arrivent. Mais il est associé donc à l'idée du vote, à l'idée du suffrage, à l'idée du choix de représentants. Mais que se passe-t-il ? Il se passe que cette République, à peine installée, ceux qui en profitent, dialectique du paria et du parvenu, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient opposants à l'Ancien Régime, ils arrivent au pouvoir, ils ferment les portes. Et ce sont les journées de juin 1848. C'est les ouvriers. Et les ouvriers, ils ne sont pas contents parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. On ne s'est pas occupé de la journée de travail, on ne s'est pas occupé du repos du dimanche, on ne s'est pas occupé des salaires, on ne s'est pas occupé des conditions de vie, il y a encore le travail pour des enfants, il y a plein de choses à faire. Il y a de la misère, il y a de l'analphabétisme. Et donc, c'est la rébellion des ateliers nationaux. Et là, il y a un républicain, un copain de Ledru-Rollin, qui s'appelle Cavaignac, général, républicain, franc-maçon, tout ça, et il y va, sabre au clair, et il liquide tout ça. Un peu comme actuellement, à coup de LBD, on s'occupe de certains manifestants
de fabrication suisse, les LBD. D'ailleurs, je salue l'organisation suisse qui demande justement qu'il y ait peut-être un embargo actuellement sur l'usage de ces armes qui, par certains aspects, sont des armes de guerre, puisqu'elles peuvent faire des blessures et elles ne sont pas non létales comme on le prétend. Et donc, Ledru-Rollin, lui, il ne participe pas à cette répression de juin 1848 et il se dissocie d'une république devenue conservatrice. Il sera candidat à l'élection présidentielle, il arrivera troisième, et donc il rentrera dans une sorte d'exil intérieur, et il fera cette brochure-là. Sur ce thème, c'est la citation de Rousseau que je reprenais tout à l'heure et reprise de là, sur cette idée, mais on s'est trompé. On a confié la République à ceux qui allaient la confisquer. Et il l'écrit avant le coup d'État du futur Napoléon III. Il sent que cette confiscation, non seulement plus de représentants, mais plus de présidents, parce que finalement, il y a un surreprésentant, un représentant plus que les autres, ce qui est le cas en France aujourd'hui, où tout pouvoir procède du président de la République, où la majorité de l'Assemblée nationale en France est qualifiée de majorité présidentielle, ce qui est une aberration, puisqu'un député est normalement un député de la nation, et s'il est député de la nation, il a deux fonctions, voter les lois, mais l'autre fonction, contrôler l'exécutif. Et qui est l'exécutif? Sinon le pouvoir présidentiel. Et du coup, il ne le contrôle pas. Il est servile, il s'incline devant la volonté présidentielle. Alors Ledru-Rollin, quand la République sera revenue chez elle sous la Troisième République, sera comme un remords. Il sera parti en exil en Grande-Bretagne et il va revenir et il va mourir en 1874. Il ne va plus avoir d'activité. Mais il sera le remords d'un républicain qui a été jusqu'au bout. Il a posé une question, totalement oubliée. Cette idée qu'il y a aussi une version, pour reprendre le mot du libéralisme politique, de l'exigence de liberté, qu'il y a aussi, et c'était ça qu'il soulignait, une version illibérale de la démocratie. Et d'une certaine manière, nous sommes dans cette époque. Nous sommes dans une époque où ce que nous n'avons pas à craindre de coups d'État, nous n'avons pas à craindre de militaires prenant le pouvoir, nous n'avons pas à craindre le renversement des institutions. Mais nous avons à craindre une démocratie qui s'affaiblit elle-même, une démocratie illibérale, qui n'exige plus assez d'elle-même, qui en oublie son moteur d'égalité et qui, du coup, en vient à piétiner les libertés dont elle est la gardienne. Un philosophe français, j'en termine, ce sera ma dernière référence, vient de le rappeler. Il enseigne la philosophie au cœur de la formation des élites françaises, c'est lui qui l'enseigne à l'école polytechnique. Michael Feussel a sorti ce petit livre « Récidive 1938 ». Quelle est sa réflexion? Et qui est en fait une réflexion où il pense notre époque, 2018, il écrit ce livre l'année dernière, l'année passée, 2018, dans la résonance avec cette année 1938. 1938, en France, c'est 2 ans après le Front populaire. Donc, des grandes conquêtes sociales, démocratiques, une nouvelle assemblée. Mais c'est 2 ans après le Front populaire, mais 2 ans avant l'effondrement de 1940, où, comme vous le savez, la majorité de l'Assemblée issue du Front populaire va accepter, à l'exception des députés communistes qui en étaient exclus et de 80 parlementaires qui vont sauver l'honneur, elle va accepter la mort d'une république. En lieu et place, ce sera l'État français du maréchal Pétain qui mettra en cause la République, et y compris sa devise « liberté, égalité, fraternité ». Il gardera le drapeau tricolore, il gardera la fête du 14 juillet, il gardera la Marseillaise. Ce qui veut bien dire qu'une République vivante, ce n'est pas ces symboles-là. En revanche, il changera le texte. Plus liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Bon. Et donc,
Quel est le propos de Michael Foessel? À l'époque, au fond, c'est les années 30, et en effet, c'est la montée, ils sont là, les totalitarismes, donc la négation de tout idéal démocratique. On est au cœur du moment où il est minuit dans le siècle, avant donc la terrible Deuxième Guerre mondiale. Et le discours à cette époque, c'est que pour sauver les républiques, il faut les malmener, qu'au fond elles sont faibles, qu'il faut qu'elles soient plus autoritaires, qu'elles soient plus dures, plus intransigeantes. Et lui, ce qu'il montre, c'est qu'en fait, non. Ce qui s'est passé, et qui explique l'affaissement sans combattre de 1940, c'est qu'en 1938, la Troisième République française avait déjà renoncé. Elle avait renoncé à quoi? À être intensément démocratique. En d'autres termes, les démocraties sont faibles de ne pas être suffisamment démocratiques. C'est l'insuffisance d'exigences démocratiques qui rend possible leur brutalisation, qui rend possible leur abandon. Sa résonance, dit-il, ne fonde aucune prophétie, bien au contraire. En 1938, rien n'était inéluctable. La lassitude à l'égard de la démocratie s'est transformée en ressentiment lorsque l'on s'est convaincu que cette forme de société était à l'origine du malheur français. Et il continue, il dit « Mais l'analogie entre 1938 et 2018 présente l'intérêt de mettre en garde contre des mesures prises pour défendre la démocratie, c'est ce que l'on se dit, qui dans les faits risquent de la mettre à terre. » Lors du procès du maréchal Pétain, après la guerre, les avocats de celui qui incarnait le régime de la collaboration avec le nazisme, ont rappelé que les leaders de la Troisième République, les derniers présidents du Conseil de la République, avaient pris, bien avant Vichy, plusieurs décrets-lois que le régime de Vichy se contentera d'utiliser pour installer son règne autoritaire. Ils vont s'attarder, c'est intéressant, ça fait le lien avec beaucoup de thèmes des rencontres Orient-Occident, la question des migrants. Ils s'attardent en particulier, ces avocats du maréchal Pétain, sur les camps d'internement, créés par décret sous la Troisième République, et qui ont installé la France dans un état d'urgence permanent, bien avant la débâcle de 1940. Autant de facilités juridiques dont le gouvernement de Vichy fera usage dans sa traque des réfugiés et des résistants. Et là, commentaire du philosophe. Quelles que soient les précautions que l'on peut avoir à l'égard des leçons de l'histoire, il est utile de se souvenir que, parvenus au pouvoir, les adversaires acharnés de la République se sont appuyés sur l'héritage d'une République délestée de ses défenses démocratiques. Qu'est-ce qui nous arrive depuis, je parle à l'échelle du monde, à partir de la première puissance du monde, puissance économique, puissance militaire? Qu'est-ce qui nous arrive depuis 2001? Qu'est-ce qui nous est arrivé après l'attentat du 11 septembre 2001? Le surgissement, avec seulement un parlementaire, seulement un au Congrès pour s'y opposer, tous les autres ont accepté, donc aussi bien les démocrates que les républicains, le Patriot Act. En clair, une démocratie, face à un attentat monstrueux, a voté une loi mettant en veilleuse la démocratie, qui a permis, on le sait depuis, toutes sortes de mesures d'exception, jusqu'à la torture, jusqu'à des prisons illégales, jusqu'à autoriser, avec des juristes autorisant la pratique de la torture. Vous avez peut-être vu le film Vice, qui est sorti récemment, qui est un formidable film à partir du vice-président de l'époque, Dick Cheney, et de comment la démocratie américaine a été profondément brutalisée tout en protégeant des intérêts économiques ultra-minoritaires, mais dans une brutalisation mettant fin
à la vitalité de ses pouvoirs, de ses contre-pouvoirs. Le résultat, vous le connaissez, car l'information fait partie de cette brutalisation. Un mensonge d'État est devenu mensonge médiatique sans aucun problème, y compris dans la presse de référence, le New York Times, le Washington Post. La fiole brandie par M. Colin Powell au Conseil de sécurité. Et tout ça a donné quoi? Eh bien, sur la base d'un mensonge, la première invasion d'un pays souverain, fût-il une dictature, depuis les conquêtes coloniales, l'Irak, qui n'avait aucun rapport, ni culturel, ni idéologique, ni politique, ni militaire, d'aucune sorte, avec Al-Qaïda et avec les auteurs de l'attentat du 11 septembre. Un agenda idéologique a plongé le monde, y compris le nôtre, dans des désordres terribles, la destruction d'un pays, la destruction d'une société, déjà bien malmenée par le dictateur qui la contrôlait, et le résultat, nous le connaissons, il s'appelle l'État islamique, avec l'idéologie wahhabite d'Arabie saoudite, mais il est né de cela. Il est né de cela. Dans Vice, on rappelle que le fondateur de l'État islamique est mentionné dans l'un des mensonges de propagande produits par la Maison-Blanche. Et tout d'un coup, alors qu'il n'est qu'un petit, comme une petite secte, tout d'un coup, sur l'ensemble des réseaux sociaux, il est promu en ennemi de l'Amérique. Il est légitimé ainsi. Et évidemment, là, vous savez, à l'époque, les politologues qui ont critiqué cette dérive avaient employé une formule politique sophir, la politique de la peur. Mais en même temps, ils employaient une autre formule que j'aime bien en anglais, self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, on désigne un adversaire qui n'en est pas un, qui n'a aucune responsabilité, mais en ayant désigné cet adversaire, en ayant provoqué cette violence, on fait surgir une violence encore plus terrible, le totalitarisme de l'État islamique, qui va en retour justifier d'autres violences. Et un aveuglement, évidemment, sur l'état du monde. Ces arguments sécuritaires, nous les connaissons. En France, nous avons vu l'ensemble des dérives que cela a autorisées. Dans les récents débats français autour des manifestations, tout d'un coup, on a vu comment ça n'arrivait pas qu'aux autres. Des gens qui manifestaient et qui pouvaient être des électeurs ayant des préjugés, par exemple, sur les jeunes des quartiers populaires, ont découvert le type de pratiques policières qui étaient pratiquées, le type, justement, d'armement qui n'était pas utilisé avant pour le maintien de l'ordre. Les activistes du climat ont pu se voir appliquer des mesures liées à l'état d'urgence qui, au passage, en France, est rentré dans la loi commune. La notion d'état d'urgence est désormais une loi commune, ce n'est même plus une loi d'exception. Donc, au passage de tout cela, eh bien, qu'est-ce que l'on réduit? Eh bien, on réduit des opinions dissidentes, on s'en prend au droit légitime de manifester, on s'en prend aussi au droit de se réunir, de s'assembler. On met en cause le droit de la presse. Quand je dis que ce sont des droits fondamentaux, ça ne veut pas dire que si des personnes en abusent, ils seraient au-dessus de la loi. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut les remettre en cause. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode récent en France, où c'est le Conseil constitutionnel qui a empêché le pouvoir actuel de remettre en cause le droit de manifester. En disant, en clair, c'est un droit fondamental. Donc si des gens en abusent, en clair, commettent des déprédations, il faut les juger par la justice courante. Mais ce n'est pas au prétexte d'abus du droit de manifester que vous devez remettre en cause ce droit de manifester, car c'est un droit fondamental, comme le droit de s'exprimer, comme le droit de s'informer, et ainsi de suite. Mais au passage, le Conseil constitutionnel a validé des mesures qui reviennent à remettre en cause ce droit, notamment par, je ne sais pas si vous connaissez le film Minority Report, cette idée de dire je sais par les informations que j'ai sur vous que potentiellement vous êtes un manifestant dangereux. Donc vous n'avez rien commis, mais je vous interpelle
parce que je sais, moi, la police, que je pense que vous allez commettre. Et vous voyez bien comment c'est une mise en cause aussi, hein, c'est en clair un état de police et non pas un état de démocratie. Alors pourquoi je faisais cette référence à ce livre-là? Parce que ce qu'il nous rappelle, c'est que, au fond, qu'est-ce que ça a été un État vichiste, l'État de la France occupée? Vous savez que nous sommes le seul pays où les nazis n'ont pas eu à installer un pouvoir à eux. Ils n'ont pas eu à renverser les gouvernants en place. Ils ont fait affaire avec des gouvernants qui étaient sur place. Et la majorité des policiers, la majorité des magistrats, la majorité des préfets, jusque pendant les 2-3 premières années, ont fonctionné. Hein, pas parce qu'ils étaient devenus d'extrême droite ou acceptant l'idéologie nazie, mais parce qu'ils acceptaient de fonctionner dans ce système. Mais ils acceptaient de fonctionner dans ce système parce qu'ils y avaient été préparés. Ils avaient été préparés à ne pas être exigeants avec la démocratie, à accepter qu'on la remette progressivement, processivement en cause. Et donc, voilà ma mise en garde et mon inquiétude. Nous savons bien qu'une course de vitesse est engagée. Nous savons bien qu'un monde où, vous connaissez le rapport annuel d'Oxfam, hein, cette ONG des ONG très importante, qui rappelle que 26 personnes, 26 familles, à elles seules dans le monde d'aujourd'hui, possèdent autant de richesses que 3,7 milliards d'individus, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. C'est intenable. C'est un niveau de captation, ce n'est pas les inégalités entre nous, hein. Il y en aura toujours. C'est la captation par une infime minorité des richesses produites. C'est le retour au niveau de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale. C'est intenable. Et ces personnes qui en bénéficient savent que c'est intenable. Mais elles sont dans une bulle, ce que un auteur appelle au fond des élites offshore. Elles sont offshore. Elles n'ont pas de port, en clair. Elles n'ont pas de lieu. D'une certaine manière, les mésaventures de Carlos Ghosn, le PDG déchu de Renault-Nissan, illustrent ça. Quelqu'un qui circule en avion privé, qui a 4 grandes maisons ou 5 maisons dans le monde, qui vit sur la société, sur la bête, comme pourrait-on dire, hein, et qui est dans une sorte de bulle totale au niveau économique, au niveau matériel, et qui n'est plus dans le monde commun. Il n'est plus dans le monde commun. Dans les analyses sociologiques qui sont faites des fractures françaises aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a dans cette captation de plus en plus une fracture avec des gens qui sont dans les centres-villes, lesquels sont immensément chers et embourgeoisés, et qui mettent leurs enfants à l'école privée, et ainsi de suite, et qui du coup vivent sans connaître le reste de la population, hors du lien avec le reste de la population. Et donc c'est intenable, ils le savent. Et du coup la tendance va être d'avoir des pouvoirs liés à la défense de ces intérêts minoritaires. Et ce qui est intenable en plus, c'est que ces intérêts minoritaires se sentent mis en cause aussi par l'autre urgence. Il y a l'urgence sociale, mais l'autre urgence qui est l'urgence écologique. Vous connaissez le dernier rapport du GIEC, hein, ils peuvent se tromper d'1 an, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais ils nous disent qu'il nous reste 11 ans, hein, jusqu'en 2030, si on veut inverser la tendance. Ce qui veut dire des remises en cause radicales, sortir de notre confort, ce qui veut dire se précipiter, ce que, d'une certaine manière, Nicolas Hulot a signifié par sa démission l'automne dernier du gouvernement sous la présidence Macron. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, vous pratiquez une politique économique qui est contraire avec ses objectifs écologiques. Et avec leur urgence, il ne nous reste pas 50 ans, 100 ans hein, pour empêcher que Gaïa, hein, la Terre, se retourne contre nous. Et ce n'est pas nous, ici, les premiers qui en seront les victimes, mais nous en sentirons les conséquences déjà dans notre quotidien.
Et donc, il a senti que cette politique économique était contraire à cela, et il a senti aussi que cette politique économique était pratiquée parce que les lobbies qui la défendent avaient la porte ouverte au cœur du pouvoir, que le pouvoir n'était pas à distance au nom du bien commun de ses intérêts privés. Et donc, le risque qui nous menace, c'est que sous différentes formes, sous différents visages, liés à différents univers nationaux, culturels, surgissent des pouvoirs autoritaires pour défendre ces intérêts économiques minoritaires. Et qu'ils surgissent par le vote. Et alors comment surgissent-ils par le vote? En brandissant l'arme idéologique qui permet de faire diversion, l'arme identitaire, l'arme de la bataille de tous contre tous, au nom de l'origine, au nom de la religion, au nom de l'apparence. Au lieu de s'occuper des causes communes de l'égalité, des causes communes de ce que nous avons ensemble, là où nous travaillons, là où nous vivons, se faire la guerre les uns contre les autres. Et dans ce cas-là, on passe à autre chose. Et on le fait avec tous les instruments de la démagogie moderne, comme Hitler a su très bien utiliser les technologies modernes, la radio, le cinéma, qui surgissaient à cette époque. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et leur horizontalité. Un philosophe qui s'est suicidé en 1940, après avoir traversé la frontière franco-espagnole, Walter Benjamin, qui était d'origine allemande, et qui a écrit à ce moment-là un texte qui vaut pour nos temps, qui mettait en cause, et nous sommes dans cette époque-là aujourd'hui, dans cette lucidité-là, il mettait en cause cette idée du progrès, quelles que soient ses variantes, sa variante économique, sa variante socialiste, peu importe, cette idée que l'histoire a un sens et qu'elle va dans un sens. Plus on fera de richesses, plus on y vivra mieux. Plus on libérera, on donnera des droits, plus on vivra mieux. Et lui, il montrait que non, l'histoire, elle peut fonctionner aussi par accident, qu'elle fonctionne aussi par régression. Et à un moment, il prend une formule qu'utilisait Karl Marx dans le XIXe siècle, ce temps des premières révolutions démocratiques et sociales. Et Karl Marx avait dit « les révolutions sont le moteur de l'histoire ». Ces moments où il y a des insurrections populaires. On en parlera tout à l'heure avec Bertrand Badi et Kénizé Mourad, à propos de la Méditerranée, justement, qui a connu beaucoup de révolutions et qui en connaît encore, mais avec beaucoup de drames depuis 2011. Et donc, Karl Marx disait « les révolutions sont le moteur de l'histoire », c'est-à-dire c'est comme ça qu'elle avance, elle a un moteur. Sont les locomotives, plutôt, de l'histoire, c'est-à-dire ce moteur marche comme une locomotive de l'histoire. Elle entraîne. L'image de Marx, vous voyez ce qu'elle veut dire. Locomotive, ça veut dire qu'il y a des rails, l'histoire est écrite. Locomotive, ça veut dire qu'il y a des compétents qui tiennent la locomotive. Donc des avant-gardes, des sachants, des experts, qui savent mieux quelle est la bonne direction à prendre que le peuple. Et là, Walter Benjamin dit non, Marx se trompait. Les révolutions, c'est plutôt le moment où les passagers du train, alors la formule est importante, les passagers du train, ils sont là, pas comme vous êtes venus pour cette conférence, mais passagers du train, bon, ils sont venus, certes, ils vont à différentes destinations, mais ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas de même origine, ils ne sont pas de même conditions et tout. Mais tout d'un coup, ils prennent conscience collectivement que ce train va dans le mur, que ce train risque de tomber dans un abîme. Et c'est là que Walter Benjamin dit, non, les révolutions, ce n'est pas les locomotives, non, c'est les passagers du train qui tirent le signal d'alarme pour déclencher les freins d'urgence et que le train s'arrête. Entre nous, les jeunes pour le climat, dans la foulée de la jeune adolescente suédoise, c'est ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils font avec leurs manifestations tous les vendredis et plus massives une fois par mois en disant « mais s'il y a urgence, il faut arrêter ». Et nous, pourquoi on irait à l'école tous les jours si de toute façon on est en train de préparer la catastrophe ? Et Benjamin ajoutait, la catastrophe, elle n'est pas devant. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est qu'il n'y ait pas ce sursaut, cette prise de conscience. Donc voilà,
Le même Marx disait « toute révolution a sa question de banquet ». Et à l'époque dont je parlais tout à l'heure, toujours le 19e siècle, la question de banquet, c'était le suffrage universel, le fait de voter. Et je viens d'expliquer pourquoi on arrive à un moment de confiscation par le droit de vote, de lassitude démocratique malgré le droit de vote, de retrait démocratique malgré ce privilège qui est de voter et que nous devrions tous utiliser. Eh bien, la question de banquet aujourd'hui, alors pourquoi disait-il question de banquet? C'est parce que quand il n'y avait pas de droits fondamentaux, avant ces révolutions démocratiques, eh bien, pour contourner ça, ils organisaient des banquets. Et en ripaillant, ils faisaient de la politique. Mais le prétexte, c'était de faire un banquet. Eh bien, la question de banquet qui nous est posée aujourd'hui, je le pense, vraiment, c'est de refonder la démocratie, de la repenser comme un écosystème, de penser ses droits fondamentaux, de penser ses délibérations, de penser ses modes d'expression, de penser ses modes de concertation, de refuser cette confiscation par simplement ceux qui nous représentent. Et pour ça, c'est que nous nous en mêlions. Et là, parole à la Suisse, alémanique, Max Frisch, auteur que vous connaissez. Le plus grand danger, ce ne sont pas les bruits de bottes, c'est le silence des pantoufles.